Bonjour, bienvenue sur Afrique Média. La contribution des professionnels de la comptabilité et de l'audit à la transparence des finances publiques en matière de décentralisation au Cameroun. C'est sous ce thème que vont s'ouvrir les assises du 10e congrès de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, ONECA. Des assises qui vont donc se dérouler du 15 au 16 et au 17 juillet 2021 à Ebolova au Cameroun. En prélude à cet événement, le président de l'ordre, Dr Léonard Ambassa, nous a fait donc l'honneur de nous accorder cet entretien. Merci, Dr Ambassa, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Afrique Média. C'est vous que je remercie et tous les auditeurs et téléspectateurs d'Afrique Média qui vont également nous suivre. Alors, Président, vous avez choisi un thème donc, pour ce 10e congrès, un thème qui s'appuie donc sur la décentralisation, et vous entendez donc parler de la contribution des professionnels, donc de la comptabilité de l'audit. Comment s'est opéré le choix de cette thématique? Est-ce que c'est pour coller à l'ère du temps, parce qu'on parle aujourd'hui de plus en plus en Afrique et surtout au Cameroun de la décentralisation, ou bien il y a d'autres raisons qui sous-tendent le choix de cette thématique? Oui, ce n'est pas par un effet de mode, comme tout le monde parle de la décentralisation au Cameroun en tant qu'axe majeur de la politique de l'État, c'est par conviction. Et pour que le thème soit choisi aussi, ce n'est pas l'œuvre de M. Ambassa pour ma petite personne, c'est toute une profession. Il y a toute une résolution qui est attachée là. On a eu une assemblée générale en décembre, le 15 décembre, et la résolution numéro 3 a porté sur le choix de ces thèmes, au point que ce sont tous les membres de l'Assemblée qui ont vu, parce que l'ordre a beaucoup investi dans le domaine de la décentralisation. Voyez-vous, la décentralisation aujourd'hui, c'est 15 ans. Ça fait 15 ans que cela dure. Ça a commencé en 1996. Et au départ, vraiment, nous, on a cru pour aller exprimer ce qui est notre ADN dans cette affaire-là, c'est-à-dire la transparence. Et nous avons commencé à travailler, on a fait des plaidoyers, le Premier ministre a créé un comité qu'il a mis en place, et ce comité a donné lieu à une lettre que nous avons reçue du ministre Langobam, la lettre 02557, qui fait du ministère de la décentralisation un de nos partenaires techniques. Il l'a signé le 16 avril 2019 sur les questions de coopération dans ce domaine-là. Au point qu'on s'est jeté vraiment à cœur joie. Et on a fait beaucoup de travaux dans ce cadre-là pour répondre aussi à ce que notre organisation fêtière mondiale nous demande, accompagner les États. Donc c'est pour nous une manière de jeter notre pierre à l'édifice et d'aider aussi le développement local à prendre vraiment de son envol. Parce qu'on est dans une économie capitaliste. Si on n'est pas transparent, vraiment les partenaires qui sont les bailleurs de fonds ne pourront jamais accorder une oreille attentive aux problèmes que vous soulevez. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, ce 10e congrès poursuit évidemment un objectif de bonne gouvernance aussi. Et dans le secteur de la décentralisation, vous l'avez dit, comment aujourd'hui s'inscrit cet enjeu dans le cadre justement sur le terrain de la décentralisation au Cameroun? Oui, voilà la question de la bonne gouvernance. L'État, en 2018, a adopté tout un code en matière de bonne gouvernance au Cameroun. J'ai participé à certaines assises du GICAM où je leur disais que la bonne gouvernance est déjà assez codifiée dans beaucoup de domaines. Même nous-mêmes ici, alors, on a tout un code en matière de déontologie qui fait office aussi de la bonne gouvernance et qui est d'ailleurs un code mondial. Donc, je dirais les questions de bonne gouvernance pour un État. Bon, ce n'est pas exactement ce qui se fait au niveau des entreprises parce qu'on a, par exemple, dans le cadre de la décentralisation, des acteurs qui prennent des engagements politiques. Et ces engagements politiques s'inspirent, comme dans le cadre du Cameroun, de la politique d'émergence. Alors, dans le cadre de la politique d'émergence,
l'État a également pris un certain nombre de dispositions qui vont dans le sens de la bonne gouvernance. C'est un pilier, c'est-à-dire la transparence est un pilier là-bas de ce qu'ils ont pris, parce que et maintenant ces élus-là, par rapport à leurs engagements, ils s'inscrivent d'un projet qui est celui que je venais de rappeler là. C'est ça qui est le socle de leurs activités. Alors, à côté de ça, ils ont des parties prenantes. Ces fonctions, les parties prenantes sont en fonction des activités qui sont déjà effectivement décentralisées. Donc, une des premières parties prenantes, c'est quoi? C'est le citoyen qui a exprimé son vote. Il a exprimé son vote, même celui qui n'a pas voté, les autres, dans un État démocratique, ont voté pour lui. Donc, ayant exprimé son vote, il est la première partie prenante de ce jeu. Il a donc droit à la bonne gouvernance, à quoi? Il a la responsabilité de celui qu'il a élu. Il doit se montrer responsable en posant des actes de gestion justes qui cadrent avec les textes du pays. Et en un second temps, il doit aussi exprimer sa responsabilité par quoi? Par la redevabilité. Il doit rendre compte de manière suffisante et il doit le faire de manière bonne. Et maintenant, parmi les parties prenantes, vous retrouvez d'autres parties prenantes, comme vous, la société civile. Parce que les médias jouent un rôle très important, ils doivent relayer tout ce qui est fait. Vous avez une autre partie prenante qui est très importante pour la décentralisation. C'est ce qu'on appelle dans le jargon courant, qui est très connu, qu'on appelle les bailleurs de fonds. Voilà. Donc, ou les partenaires au développement, ils sont essentiels. S'ils n'ont pas le compte rendu, le retour à l'information par rapport aux engagements que vous avez pris dans le projet et par rapport à ce qui est fait sur le terrain, ils ne pourront jamais bien répondre. Et pour avoir donc ce meilleur compte rendu, il faut l'asseoir sur des canons connus. Et c'est cette information que nous, on apporte, une information de qualité, qui fait que vraiment, quand les gens doivent décider dans ce secteur, ils n'ont pas à réfléchir. Si vous n'avez pas la bonne information, vous allez mal décider. Voilà, merci. Alors, vous avez donc invité plusieurs acteurs. On y retrouve des institutions de régulation, de normalisation, des institutions sous-régionales, régionales et même internationales. De façon concrète, quelles sont les retombées que vous attendez de ces assises? Les retombées, je ne dirais pas... nous avons dans la mission d'experts comptables, ce n'est pas seulement la retombée financière, parce que les gens disent qu'on veut gagner. Quand nous on fait un congrès, nous on dépense d'abord beaucoup d'argent pour pouvoir faire le congrès. Mais c'est seulement que c'est un congrès qui est placé sous le haut patronage du chef de l'État. Ça veut dire que la question que vous posez vient à point nommé, parce qu'on a présenté cette carte au chef de l'État. Il y a peut-être le public qui ne le sait pas. Le chef de l'État s'était investi, je dirais personnellement, pour qu'on crée notre ordre. Parce qu'à l'époque, notre ordre n'existait pas. Et il en a insisté pour ceux qui sont les pères. Les pères de notre ordre, ils vont vous dire, il y a eu même des courriers qui venaient de la présidence. Le chef de l'État insistait qu'il y ait cet ordre-là. Parce que voyez-vous, dans un État, vous avez à la fois les libertés juridiques qui sont incarnées par l'ordre des avocats et vous avez les libertés économiques, c'est l'ordre des experts comptables. C'est nous qui remontons toute l'information. Si nous ne clarifions pas l'assiette fiscale, le législateur ne saurait jamais là où placer son impôt. Il ne saura jamais même si cet impôt a été juste à un moment par rapport à ce qui se trouve par ailleurs dans le taux qui est donné. Donc, nous disons que vraiment, dans ce congrès-là, en termes de retombées d'abord, nous faisons bien notre mission qui nous est impartie par la loi. La deuxième, notre organisation fêtière nous demande d'être des contributeurs de l'État. Malheureusement, ce n'est pas beaucoup fait dans les pays francophones, mais dans les pays anglo-saxons, l'ordre va la main dans la main avec l'État.
avec l'État. Moi, j'ai l'habitude de participer à des grandes réunions. Je viens de terminer un mandat au niveau de l'Afrique. L'ordre, c'est la main dans la main avec l'État. Donc, on a une autre retombée qu'on attend, c'est de parvenir vraiment à ces défis-là. C'est-à-dire que chaque fois où il y a quelque chose, un texte que l'État, parfois, si ça a des questions de comptabilité, que nous ayons quand même un avis à donner à l'État. Parce que c'est nous qui pouvons lui dire aussi que, voilà, que ce que vous allez faire là, voici le meilleur son de cloche, par exemple, dans le cadre du benchmarking. Donc, ça, c'est une des retombées. Et la dernière, la plus importante, est la retombée en termes de développement. Si nous voulons qu'il y ait le développement de nos communes, de nos régions, ce n'est pas les 10% ou les 30% que l'État donnera. Ça ne suffit pas. Pour que, donc, parce que ce n'est pas nous qui inventons la boussole. Dans des grands pays, c'est vrai, l'État contribue, mais ce sont les projets de ces institutions. Ce sont ces projets qui font le développement de ces pays. Donc, on a une valeur ajoutée essentielle. Et maintenant, la question qui se pose, c'est la question de financement de ces projets. Qui va les financer? Qui va les financer? Parce qu'une étude rendue par l'INS en 2009, voilà, l'Institut national de la statistique au Cameroun, montrait que le problème numéro 1 pour les entreprises était celui du financement. C'est la même problématique qui se pose aussi pour les mairies et les régions. Le problème numéro 1 sera leur problème de financement. L'État n'est pas capable de les financer seul. Une entreprise privée pourra les financer s'ils sont transparents. Un bailleur de fonds pourra les financer s'ils sont transparents. Parce qu'ils peuvent rentrer dans des lignes d'action, d'activité qui concourent avec la stratégie des entreprises. Donc, ça fait donc que nous avons besoin, s'ils sont transparents, ils peuvent lever leurs propres fonds. Je donnais un exemple, c'est celui de la communauté urbaine de Douala, qui avait réussi à lever des fonds pour faire le pont de Douala. Je crois le deuxième pont. Alors, c'est comme ça, ça doit être une culture pour nous. Et cette culture-là, la première information, nous avons la BVMAC, la Bourse des valeurs, qui est au Cameroun. Lever les fonds, c'est quoi? Ça veut dire, j'ai un projet, mais l'État me donne l'accord, parce que les communes ne peuvent pas aller comme ça. Alors, je mets des titres pour aller prendre de l'argent là-bas. L'État ne va pas signer un décret pour que les gens vous donnent de l'argent obligatoirement. Ils sont convaincus par la qualité de l'information financière que vous allez apporter. Et c'est nous sommes les principaux artisans de cette information-là. Même quand cette information est préparée, par exemple, elle bénéficie de la certification, par exemple, de la Chambre des comptes, mais nous allons aider les communes à pouvoir bien la monter. Nous allons aider les communes à avoir une meilleure lecture. Vous avez vu, si vous avez vu le Sénat, avec le ministre des Finances qui est passé au Sénat l'autre jour, il a fait une communication exceptionnelle, une très belle communication. Ça veut dire qu'il a une bonne lecture de son propre projet. Et c'est notre rôle. Donc, c'est tout cela, dans le cadre d'un congrès que nous faisons, nous aidons les gens à avoir tout ça dans un même package, pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses trop disséminées qui sont un peu de partout, qui ne se retrouvent pas dans l'unique code qui a été voté par l'État. Voilà. Je posais la question de savoir quelle est, selon vous, la contribution que l'ONECA pourrait apporter au travers de ces assises, précisément au bénéfice des CTD, les communes, les collectivités territoriales décentralisées, notamment, par exemple, en termes de ce que vous appelez spécifiquement les SMO. Les obligations des membres. Les obligations de membres, notamment l'obligation numéro 5. Quel est donc l'apport dans l'accompagnement de ces CTD-là? Alors, la SMO 5 nous fait obligation d'accompagner l'État. Et nous devons rendre compte au niveau de l'institution financière pour laquelle nous sommes membres. Être membre, ce n'est pas donné. Parce qu'en Afrique noire francophone, il n'y a que 3 membres qui ont un statut de plein membre. Et peut-être les Camerounais ne le savent pas. Le Cameroun est le premier pays
de l'Afrique noire francophone à être plein membre de l'IFAC. Alors, l'IFAC, c'est l'International Federation of Accountants. C'est l'organisation fêtière mondiale qui s'occupe de ces questions et qui est un acteur très important dans le cadre de la société civile et qui travaille la main dans la main avec le FMI et la Banque mondiale. Voilà. Donc, et vous avez dans le secteur public, il a son organisation sœur qui est là-bas qu'on appelle Intusai. Donc, qui s'occupe aussi des problèmes de transparence dans le secteur public. Et tous font les normes ensemble. Le fait de faire les normes ensemble, ça nous sort du faux débat. Parce que vous allez voir le fonctionnaire, il va dire non, non, les affaires publiques, ça regarde le fonctionnaire. Ce n'est pas comme ça. Vous, les comptables privés, là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ce qui fait le comptable, ce n'est pas le mécanisme d'écriture, débit-crédit. Ce qui fait le comptable, c'est le code éthique. Le code éthique. Parce que c'est son indépendance là-bas. C'est sa compétence, sa capacité à en faire à donner une information de qualité pour que les investisseurs prennent des décisions vraiment voilà, les bonnes décisions, qui ne perdent pas, qui ne ratent pas leur investissement. Donc, je disais donc tantôt, quand vous allez donc dans ce domaine-là, nous sommes appelés à travailler ensemble. D'ailleurs, l'appel d'Antananarivo, j'étais avec un haut fonctionnaire de l'État du Cameroun, il était dans la salle. L'appel d'Antananarivo nous dit que les pays francophones sont en retard parce qu'ils ont écarté la comptabilité publique et la comptabilité privée. Ils ont séparé ça, ils ont fait la scission. On nous demande de tout faire pour que les comptables publics, quand vous arrivez au Canada, aux États-Unis, je vous prends les pays développés. Donc, vous allez retrouver que le comptable public, il est régi par le même code de déontologie professionnelle sur ces questions-là pour monter les comptes. Parce que quand on dit qu'il doit être sincère dans ce qu'il a dans les comptes qu'il est en train de présenter, il prend les valeurs de sincérité où? La valeur d'objectivité, il prend ça où? Il prend ça dans le code de déontologie. Il prend on lui dit, vous devez respecter les textes, vous devez être compétent, il prend dans le code de déontologie. C'est ça qui fait le comptable. D'ailleurs, aujourd'hui, les machines font la comptabilité. Les machines passent l'écriture. Hein, parce qu'on peut caler, on peut développer une application qui fait que la machine, elle ne va même pas faire d'erreur. Hein. Elle ne fera pas d'erreur. Mais ce qu'on demande au comptable, c'est la bonne interprétation et maintenant l'utilisation de ces éléments-là et même de surveiller et de voir aussi ce qui va même donner donc à cette machine. C'est à ce titre que j'ai dit que nous avons un travail à faire avec vous. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ce que vous avez demandé? Si vous lisez la loi camerounaise, vous allez voir qu'ils ont situé 5 niveaux de contrôle. Je vais vous... Nous sommes dans le dernier niveau de contrôle, les audits. Parce qu'ils ont prévu les audits dans ces textes. Si vous prenez, c'est les articles dans les 300, 400, je ne connais pas très bien l'article par cœur là, vous allez voir le premier niveau de contrôle est un niveau politique. C'est-à-dire le Parlement, à travers les commissions des finances, peut vous ouvrir une enquête sur une question, même dans une commune, sur une question d'intérêt public, et qui engage les élus. Donc, ça c'est le premier niveau. Et si vous voyez notre Parlement aussi, dans la chambre, qu'on va appeler la chambre des sénateurs, ils ont même tout un rôle à jouer dans le cadre de la décentralisation. Donc, vous avez ce premier niveau, et vous avez le second niveau qui arrive. C'est l'émetteur de l'opinion publique. Et cette opinion est donnée par rapport à quoi? L'opinion judiciaire. Parce que l'État du Cameroun, c'est quoi? C'est-à-dire la justice est un pouvoir. Voilà, vous avez donc la Chambre de comptes qui fait un jugement des comptes. Il est juge des comptes. Si on dit ça, qui établit ces comptes? C'est nous. Le public ne le sait peut-être pas, parce que parfois certains maires même vont te dire ça. C'est parce qu'un maire qui te dit ça, ça veut dire qu'il n'a jamais fait un projet. S'il fait un projet, le bailleur va demander que ce soit le comptable
le comptable qui est inscrit, par exemple, au tableau de l'Ordre national des experts comptables, qui doit connaître de sa comptabilité. C'est comme ça. Quand il fait un projet, tous les projets, là, les Gavi Alliance qui font dans les vaccinations et tout ça, c'est les comptables privés. Parce qu'ils demandent que ce soit les normes ISA. ISA, c'est quoi? C'est les normes internationales en matière d'audit. Et c'est nous qui les appliquons. Mais nous avons le même socle avec le troisième niveau de contrôle qui est donc le contrôle exécutif. Et qui est fait par qui? Par le consupé, qui a aussi une opinion sur les comptes que l'exécutif a engagé. Et une partie sur ce que nous on a certifié. Et vous avez un dernier niveau, je ne dirais même pas avant d'atteindre notre niveau, vous avez aussi un autre niveau de contrôle là, qui est le contrôle des délibérations. C'est-à-dire les communes. Quand on dit que le maire a convoqué une réunion communale, il y a les conseillers municipaux, voilà, qui sont des organes délibérants. C'est aussi un contrôle parce qu'ils ont un droit de regard. Et quand ils ont fini, parce que l'État a estimé qu'ils peuvent être fantaisistes sur certaines questions et tout ça, et il a dit, il faut que je mette encore un autre contrôle. Quel est le contrôle qu'il a mis? Il a mis le contrôle de l'administration. À la différence de ce qu'il y avait à l'époque, l'administration pouvait prendre tout son temps pour faire ça. Aujourd'hui, l'État ne lui donne plus assez de temps. Je crois qu'ils ont maximum peut-être un mois. S'ils ne réagissent pas, ils sont considérés qu'ils ont accepté. Donc les préfets le font pour les mairies et les gouverneurs le font pour les régions. Donc, et vous avez un dernier niveau de contrôle qui est le contrôle que je peux appeler, qui est donc fait en principe. Les anciennes lois disaient clairement que ça doit être des audits indépendants. Donc dès qu'on dit audit indépendant, ça se réfère à l'ordre. Mais la loi actuelle a laissé une ouverture. C'est aussi que le Congrès nous donne un espace dans les questions d'intérêt que vous me posiez, que les maires eux-mêmes puissent bien juger de celui qui a la bonne culture pour faire donc ces types d'audits. Parce que quand ils ont les projets, c'est nous qui devront opérer. Et on opère à partir des normes qui sont des standards très futés, des standards de très haut niveau. C'est sur la base de ça que je peux dire donc qu'on peut calibrer l'architecture du contrôle au Cameroun. C'est tout cela qu'on va voir également dans le Congrès. Et un maire vraiment averti a besoin de le savoir parce qu'il aura tous ces experts, tous ces niveaux. Il aura la chambre de compte qui va intervenir là-bas, il aura le consupé, il aura le contrôle exécutif qui va intervenir, il aura l'État même qui tient ce projet, parce qu'il y a les clauses agenda qu'on a dans la loi de 2018, dans la loi sur le nouveau régime financier de l'État. Il y a des agendas dedans. Un agenda veut dire quoi? Par exemple, un maire doit savoir qu'on va lui demander dans les prochains jours de tenir 3 comptabilités. Il doit sa comptabilité budgétaire, sa comptabilité patrimoniale, et c'est nous qui sommes les experts là-dedans. Personne ne peut nous contester l'autorité que nous avons en la matière, et il doit avoir la comptabilité analytique. Même les questions de comptabilité analytique, nous les maîtrisons mieux que quiconque. Voilà. Quel est le regard du président de l'ordre que vous êtes sur ses collègues qui certifient des comptes et qui par la suite voient les gestionnaires de ce compte-là épinglés dans des affaires de détournement ou alors au mieux des fautes de gestion? Je crois que vous parlez là d'une histoire qui est révolue depuis et qui nous avait même donné raison. Je veux peut-être profiter de bien mettre les points sur les i. Parce qu'à l'époque, quand on rentre dans les premiers contrôles, bon, les premiers magistrats ont peut-être fait de l'amalgame. Parce que le rôle d'un comptable, d'un commissaire au compte, n'est pas d'aller aider les dirigeants à leur dire ceci, parce qu'il est indépendant, par rapport à ce qu'il fait. Donc quand lui, il arrive, il trouve ce qu'ils ont fait. Et il fait l'audit sur ce que l'expert comptable, le commissaire au compte appelle les assertions. Il veut savoir, est-ce qu'il y a la réalité? Est-ce qu'il y a une évaluation qui a été bien faite? Est-ce qu'il y a les questions de dénombrement, telles qu'on va les demander aux communes
Parce que les communes qui vont dire là, qui vont rentrer en comptabilité, en droit constaté. En droit constaté veut dire quoi? Pour être simple. Hein. Il y a une comptabilité que vous faites, par exemple, notre dette publique est encore dans un régime de comptabilité à partie simple. Dans une comptabilité à partie double, ça veut dire que tous les faits d'un acte qu'on comptabilise sont expliqués. Tous les phénomènes qui sont derrière sont expliqués. C'est-à-dire qu'une écriture, une ligne que vous avez là, on a donné un emprunt, ça vous dit qui est lié à cet emprunt-là. Et maintenant, quand vous lisez tous ces phénomènes et les justificatifs que vous allez retrouver tout ce qui est là-dedans. C'est pour ça que le vieux Capsu, qui est un des fondateurs de l'ordre, il aime dire que les comptes parlent. Les comptes ont un langage. Donc, ça veut dire que les comptes que nous présentons en droit constaté, ils vous apportent un maximum d'informations. Et quand le commissaire aux comptes arrive donc, parce que c'est de notre responsabilité que vous voulez, la preuve en est que tous les experts comptables qu'on avait arrêtés à l'époque, la justice les a libérés aussi. C'est clair de pouvoir le dire. Je crois qu'il y a peut-être un qui est resté mêlé que sur les questions d'incompatibilité. On dit quand vous rentrez dans votre mission, n'allez pas faire autre chose. Donc on avait bien compris. Le problème était qu'on n'arrivait pas à démêler les fibres. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que l'autre doit faire. Donc maintenant, quand on a bien compris ce qu'il doit faire, c'était à l'époque du vice-premier ministre, M. Amadou Ali, il a pris du temps pour bien comprendre ça. Et quand il l'a compris, vraiment, il a dit au magistrat, allez bien dire votre droit là. Et on a libéré la plupart des experts. On les a libérés tous. Parce que si on avait arrêté à l'époque, je crois qu'on avait arrêté, 7. Aujourd'hui, peut-être il y a un seul qui est là. Il n'est pas là pour les questions même de son métier. Ceux qui sont là sont pour quelques autres problèmes qu'ils ont eu par ailleurs par rapport à cette situation. Donc, de deux, ce que je vais vous dire, je ne dis pas qu'on n'aura jamais quelque chose à reprocher à un expert comptable. Donc, parce que quand nous arrivons dans le... Je vous ai dit, par rapport aux assertions, il y a ce qu'on appelle l'exhaustivité. Quand on arrive, est-ce que toute l'information là, vous le dirigeant d'entreprise, vous le maire, est-ce que vous m'avez donné toutes les informations? C'est ça qu'on appelle... Vous voyez en début d'audit et à un certain niveau, le commissaire au compte vous dit, adressez-moi une lettre d'affirmation. La lettre, vous affirmez que je vous ai donné toute l'information. Toute l'information. S'il décide de cacher une information, donc le chef comptable n'est pas un marabout, il ne travaille pas avec la boule de cristal pour aller dire que vraiment il m'a caché quelque chose là-bas et tout ça. Et ce qui arrive généralement, hein, un dirigeant, il est là, il y a des choses qu'il n'a jamais mis dans les comptes, il a caché ça. C'est après vous entendez une détonation à la presse quand vous avez déjà publié les comptes. Mais nous avons, dans le cadre de nos normes, ils nous demandent de demander ça. C'est pour ça que vous allez voir que très souvent, même dans les grands pays, les experts comptables, les commissaires aux comptes ne se trouvent pas épinglés dans ces questions. Pourquoi? Parce que s'il fait bien, s'il applique clairement ces normes, il n'aura aucun problème. Mais on demande par ailleurs qu'il est... C'est le cas au Cameroun, vous affirmez... Oui, mais nous on est indépendants. J'ai entendu le ministre parler de la notion indépendant là. Nous, on est indépendants. Au plein sens du terme. Nous n'avons pas... C'est-à-dire que quand nous travaillons dans l'intérêt. D'abord, le rapport que le commissaire au compte rend, on dit que c'est une mission pratiquement publique. Hein. C'est une mission quasi publique. Parce que quand il termine de rendre ça, il a même des entrées chez le procureur. C'est-à-dire que s'il a des résistances en face sur un certain nombre des soupçons qu'il a, il fait ça. Avec Gabac, il a des déclarations qu'il peut faire dans le cadre de ce qui est fait. On le protège, mais là où il y a encore le ventre mou, c'est parfois sur les questions de paiement de nos honoraires. Parce qu'on retrouve que peut-être il faudrait qu'on arrive à ce que les avocats font. Ils ont un droit de taxe. Vous partez voir le bâtonnier, dès qu'il signe ça, il faudrait peut-être qu'en notre nouvelle loi,
moi je le proposerai à notre ministre de tutelle qui nous donne un pouvoir de taxe. C'est-à-dire que quand... Parce qu'on voit comme commissaire au compte, il termine de dire que mes honoraires sont à temps. Parfois, il finit son rapport, parce que le rapport qu'il a rendu, il a dit quelque chose qui choque le dirigeant. Il décide de ne pas le payer. Il décide de ne pas le payer. Donc, c'est ça. Dans notre loi, on a une bonne loi, mais qui n'a pas bien encadré ces éléments-là pour que nous soyons payés. Et que nous soyons payés pour qu'on garantisse l'indépendance. L'indépendance. Alors, Président, on va donc poursuivre. On est en train de s'acheminer vers la fin donc, de cet entretien. Mais vous avez très bien fait de parler de cette opacité. J'y reviens précisément. Oui. Et pour en revenir à votre congrès, oui, l'un des objectifs, oui, c'est le relèvement de la qualité de l'information financière. Oui. Comment y parvenir dans un contexte où le gestionnaire public, évidemment, est soupçonné, c'est de l'autorité publique, de bien aimer l'opacité? J'ai dit que c'est un problème de culture. Hein. Moi, je ne peux pas le dire exactement comme vous venez de dire là. C'est un problème de culture. J'ai dit que le ministre de la décentralisation et du développement des collectivités territoriales décentralisées, là, il m'a accordé une audience. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, parce que vous voyez les questions de démocratie, le chef de l'État le disait aussi, à un moment, en disant que nos démocraties sont encore... on n'est pas encore très mûrs. Nous sommes dans... On sait, on est parfois même dans un stade de balbutiement. Donc, ça fait que c'est un problème de culture. Ceux qui le comprennent, plus tu es contrôlé, plus tu révèles la qualité. Moi, je donne un cours sur le management de la qualité à l'université depuis de longues années, presque 30 ans aujourd'hui. Donc, plus tu es contrôlé, plus tu renvoies un signal de la qualité. Donc, et nos institutions, parfois, ils voient le contrôleur comme un adversaire. Le contrôleur vient même vous aider à être correct dans ce que vous faites. Or, dans le cadre du congrès, ce qu'on veut faire, d'abord, c'est de démystifier ça. Moi, j'ai vu quelqu'un qui me dit, oh, si vous voulez parler aux communes, dites aux communes que vous allez leur donner des petites notions pour gérer bien leur argent là et faire aussi. Ne leur parlez pas de cette affaire-là d'audit. Hein. Ah oui, ils ne veulent pas. Non, ils vont se rétracter. Non, notre culture de demain, il faut que les gens s'habituent au contrôle. Parce que, et c'est ça la transparence, plus on te contrôle, plus tu rassures le bailleur de fonds qui veut te donner l'argent. Plus tu rassures les éléments que tu donnes, par exemple, n'est-ce pas, je vois tous les mairies là, ils disent qu'on attend les centimes additionnels communaux. C'est nous sur la base d'un certain nombre d'éléments que nous développons pour les entreprises. Parce qu'ils reçoivent ça des entreprises. C'est nous qui développons ça, pour que ça aille là. Mieux, ils sont donc clairs dans la gestion de ça. Mieux, où ils peuvent bien présenter leur compte. Même dans le cas des projets, le projet qu'ils vont faire demain va générer ces centimes additionnels qu'ils reviendront encore à leur niveau. Mieux, ils pourront vraiment faire financer leur projet. Je peux dire que là, c'est pratiquement un objectif général. Leur permettre, tu peux faire un très bon projet, mais les bailleurs de fonds, les marchés financiers, par exemple, peuvent ne pas t'accepter. Donc, c'est ça, c'est un laissez-passer qu'on vient leur donner. C'est-à-dire que par là, ils ont tout un boulevard pour accéder vers les bailleurs de fonds. Même la Banque mondiale, il vous le dira. Maintenant, comme vous me posez cette question, je profite pour vous donner quelques détails. Nous aurons à peu près 4 ateliers. Le premier atelier va permettre à monsieur le maire de savoir qui sont effectivement les acteurs de la transparence. Et on va voir, est-ce qu'il les connaît tous? Est-ce qu'il sait le rôle de tout un chacun? Qu'est-ce qu'il peut lui apporter en termes de valeur ajoutée? Le deuxième atelier, c'est que pour l'instant, si tu demandes au maire, il va te dire, oh non, 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 on a la loi de 2019 là, qu'on vient de publier, la loi 024. Non, la loi a des questions de transversalité. Il y a d'autres lois. La loi camerounaise, la 2018, est une question transversale qui impacte directement cette loi-là. La loi sur les finances publiques, ça a des questions transversales qui impactent cette loi. Tous les actes uniformes au WADA, pour lesquels, par exemple, ce texte, il y a jamais, on ne peut jamais dire qu'un texte est parfait à 100%.
sur des questions sur lesquelles ils n'auront pas de réponse. Ce sont les actes uniformes OHADA qui vont répondre. Et ils vont trouver des interlocuteurs lors de ce congrès qui vont parler de ça, qui vont leur parler de ça. Et ce sont des gens très avérés. Vous aurez, par exemple, le président de la commission OHADA ici, qui va intervenir dans ce domaine-là. Donc, pour parler de ces questionnements. Donc, ils auront donc, en sachant que quand je pose ma... Voici tous les référentiels. Je prends tout un petit exemple. Un maire, il a traité avec quelqu'un et puis il arrive à avoir des questions de recouvrement parce qu'ils ne vont pas faire le recouvrement qu'avec l'État. Ils ont d'autres parties prenantes qui viennent soit pour l'éducation, pour ceci. Il veut un problème de recouvrement. Il va trouver la réponse dans l'acte uniforme du droit de recouvrement. Il doit le savoir. Il va croire qu'il n'y a pas de réponse alors que le législateur a prévu une réponse quelque part. Et maintenant, le quatrième atelier, il va parler des problèmes de transparence en matière de certification. Donc, on aura là-bas, à la fois, nous allons passer, la Chambre des comptes va passer, le Consupé va passer, pour donner à peu près qu'est-ce qui leur sera demandé dans ces domaines. Et le cinquième, ce sera la clôture. J'ai dit 4 ateliers qui vont faire l'objet des petites plénières avec des sous-ateliers, mais vous aurez le 5e qui va coiffer tout ça et qui va donner tous les actes qui seront rendus. Et là-dedans, nous voulons une gouvernance inclusive. Parce que quand je parle des rapports là, le petit citoyen, parfois, il ne comprend pas ça. Parce que ça peut être compliqué pour lui, pour qu'il le comprenne. Donc, nous aurons ce qui vient des rapports et qui peut leur être facilement accessible, mais nous avons prévu aussi, on est dans l'ère de l'informatisation. Comment est-ce que les gens pourront communiquer à partir du numérique? Donc, nous avons la traçabilité, par exemple, des pièces, de certains types d'informations et tout ça, et nous avons prévu la blockchain. C'est les gens d'une ambassade qui viendront parler de ça. Et maintenant, nous avons mis des gens sur les travaux qui sont également en train de travailler sur ça. Et maintenant, vous voyez, le Mindevel a une plateforme d'échange, une plateforme de remontée de l'information, je dirais, de remonter de l'information pour son information. Mais nous aussi, nous, on va créer une plateforme qui sera une plateforme d'échange. Parce que la mairie de Banganté, parce que j'ai vu ça beaucoup dans les discussions là, la mairie de Banganté peut avoir de très bonnes pratiques, de très bonnes expériences. Elle peut échanger avec la mairie de Samalima, par exemple. Voilà. Ou la mairie de Yaoundé 3. Hein? Et échanger. Là, on donc, voilà, nous, on va leur permettre de mettre la réalité de l'intercommunalité là en action. Donc, vous voyez, c'est un plan pot qu'on leur propose au point que les actes qu'ils auront, c'est tout ce qu'une mairie peut passer peut-être 10 ans pour comprendre tout ça, qu'on leur donnera comme ça, vraiment. C'est pour ça qu'il a appelé ça un laisser-passer. C'est un laisser-passer pour qu'ils puissent aller partout où ils veulent. D'accord. Voilà. Dernière question, on sort par là. On ne peut pas quand même sortir de cet échange sans vous poser la question sur l'état des lieux, des relations entre l'ONECA et les pouvoirs publics, d'une part, et surtout, comment se porte la profession de l'expertise comptable au Cameroun? Ah, notre profession se porte très bien. On a peut-être, comme toute organisation, à un moment, les petits remous de membres, bon, ça a été réglé, on est revenu dans la confraternité. Oui. L'ordre fonctionne très bien, tout ce que je vous dis là, les membres ils jouent la même musique que le conseil de l'ordre, au point que tout ça, l'ordre se passe très bien. Nous jouons aussi notre mission assez bien. Alors, je peux dire que les pouvoirs publics, à l'époque, ils ne nous intégraient pas dans beaucoup de choses. De plus en plus, ils sollicitent notre avis. Par exemple, la loi de finances de cette année, notre avis a été sollicité. C'est notre droit. C'est notre droit. Alors, c'est notre devoir aussi de pouvoir dire à l'État que voici ce que... Parce que les droits ne sont aussi que les corollaires des devoirs. Donc, nous le faisons, nous essayons de le faire et de bien le faire. Mais à un moment, on a vu comme si on était délaissés, l'État ne tenait pas beaucoup compte de nous. On a même vu certains fonctionnaires, parfois quand ils nous parlent, ils nous prennent comme des hommes d'affaires
on voit c'est la confusion qui est semée là. On nous prend seulement comme un organe corporatif. Non, on est un ordre. Je vous ai dit, un ordre, c'est là où l'État doit régir et il a pris des professionnels pour lui apporter de l'aide. Donc, nous faisons une mission de l'État. Une mission de l'État. Voilà, donc c'est pour ça que... et vous voyez, quand nous avons, par exemple, en termes de conseils, là, sur des questions où un client vient nous voir, nous devons d'être vraiment le plus objectif possible pour que nous ni léser notre client, ni léser l'État dans les attentes qu'il nourrisse vis-à-vis de nous. Donc, je dirais, pour l'ordre, les choses se passent très bien avec l'État, mais je veux profiter peut-être pour parler des problèmes de diplomation, parce que on nous demande, les gens disent, le grand public dit, ah, vous avez fermé l'ordre, vous ne voulez pas que les gens viennent prendre les diplômes. Voilà, nous avons des exigences. Ce que nous voulons, c'est que notre État, là, ça ne relève pas directement de notre tutelle, ça relève, il y a des ministères qui le font. Par exemple, quand vous partez traiter avec ces ministères, moi je dis des choses telles que je les ai constatées. Hein. On vous dit, ah, on est des professeurs de rang magistral. Moi, un professeur de rang magistral, qu'est-ce qu'il peut m'enseigner en matière d'audit? C'est des histoires. Les meilleures normes d'audit, les manuels d'audit sont donnés par les institutions fêtières telles que l'IFAC et ceci. Ces enseignants, même parfois, ils ne le savent même pas. Or, on est encore bloqué ici par les questions de diplomation, par les questions de titres. Nous voulons qu'on soit comme dans les pays anglo-saxons. Le diplôme, c'est la profession qui contrôle ça. Les diplômes que le Nigeria donne sont trop respectés à travers le monde. Le Kenya donne les diplômes. Ils sont très respectés à travers le monde. C'est ce modèle-là que nous demande l'IFAC. Parce qu'on n'apprend pas une profession à l'école. Un professeur d'université ne peut rien enseigner à un étudiant. Ce sont les professionnels. Et maintenant, nous travaillerons avec ces professeurs d'université en leur disant, voici votre cahier de charges, ne sortez pas de là, monsieur. Si les choses sont faites comme ça, alors on peut même envisager d'avoir un diplôme camerounais et nous serons très heureux. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à régler pour l'instant. Si on règle ce problème, le reste, ça va couler. Et les choses iront mieux. Il m'est revenu que certains maires des petites communes qui disent qu'ils ont des problèmes de budget et tout ça. Moi, j'ai dit que quand une mairie a des problèmes, qui nous pose ces problèmes, on va voir comment on va les régler au cas par cas. Au cas par cas, pour la petite contribution, mais que les maires comprennent aussi que ce que nous demandons, ils sont déjà en prise en charge totalement par le repas. Nous allons leur servir un repas. Nous finançons tous les intervenants qui vont venir, nous les finançons, nous les logeons, nous les hébergeons. Hein, et quand ils se déplacent, nous payons, nous assurons le transport. Il y a des participants internationaux, il y a des gens qui vont venir de la PAFA, la Pan-African Federation of Accountants. Ouais, voilà, leur président sera là. Le président parce que c'est moi qui étais président, mais lui, il venait de prendre le tablier. Voilà, c'est comme ça. Il sera là, présent. Il va donner une contribution très significative sur le commissariat à la gouvernance. Le commissariat à la gouvernance, ça veut dire quoi? Quand un élu, maintenant, va entrer dans les fonctions, il y a une nouvelle mission qu'on va leur proposer. Il faut qu'ils sachent tout ce qui veut lui créer des problèmes à l'avenir. Donc, ce commissariat à la gouvernance va l'avertir de toutes les difficultés qu'il pourra avoir. Nous avons aussi quelqu'un qui va venir de la PAFA, de la FIDEF, c'est-à-dire c'est le pendant de la francophonie. C'est l'organe, pas pour l'Afrique, hein, l'organe mondial que la francophonie a créé, qu'on appelle la FIDEF. Je suis également, au nom de l'ordre, l'administrateur à cet organe-là. Il y a sa présidente qui sera également là. Et maintenant, l'Afrique du Sud est très avancée sur ces questions. Très avancée. Et l'Afrique du Sud sera également là. Ils forment même les magistrats et ils seront là, le président de la SAIPA. Il sera là et il fera également un exposé pour qu'on ait les questions sur le benchmarking. Donc, les gens seront servis vraiment. Et puis, il y aura aussi, comment on appelle ça, la soirée, la grande soirée pour montrer la culture du Cameroun. Parce que le président, c'est le vivre ensemble.
et le vivre ensemble. Il y aura le vivre ensemble là-bas. On va voir comment les artistes vont également s'expliquer. Et ça, tout ça, donc, ça veut dire que ceux qui viennent ne vont pas se gêner. Docteur Léonard Ambassa, président de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Merci. C'est moi qui vous remercie et je remercie également tous nos téléspectateurs. Voilà, vous avez donc eu le président de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, Dr Léonard Ambassa, qui nous a parlé de ce 10e congrès que l'ONECA organise donc à Ebolova les 15, 16 et 17 juillet prochains. Ce n'était qu'une première partie. Tout au long de ces jours à venir, nous allons également vous parler de ce 10e congrès et vous saurez tout ce qui se passe, tout ce qui va se dérouler à Ebolova. Merci de rester fidèle donc à Afrique Média.